Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la transformée de Fourier d'une fonction qui est dans L1. Définissons tout de suite la transformée de Fourier d'une fonction qui est dans L1. Donc on prend une fonction f dans L1 et on appellera transformée de Fourier de f l'application qui va de R dans C et qui à Y associe 1 sur racine carrée de 2pi intégrale de exponentielle moins ix y f de x lambda dx. Alors pourquoi cette formule? Je vous renvoie à la vidéo précédente sur la transformée de Fourier d'une mesure. Vous avez vu pourquoi il est pertinent de définir de cette manière la transformée de Fourier d'une fonction. Notez toutefois que là, je n'ai pas pris une fonction qui était positive. J'ai pris une fonction quelconque, L1, donc autrement dit une fonction intégrable, et je définis la transformée de Fourier de cette manière. Alors le fait que la fonction soit intégrable est évidemment extrêmement important, puisque c'est ça qui va garantir le fait que cette transformée de Fourier existe, puisque valeur absolue de exponentielle moins xy, enfin module de exponentielle moins x, y, f de x, ce sera donc le module de f de x, et comme f est dans L1, évidemment, ça marche bien, c'est bien défini. Alors donnons tout de suite une proposition. Si f est dans L1, donc on a dit que la transformée de Fourier était bien définie, et non seulement elle est bien définie, mais en plus elle est continue et elle est bornée sur R. Et pour ne rien gâcher, la norme infinie, donc L infinie de cette fonction ff, donc on sait qu'elle est bornée, est majorée par 1 sur racine de 2pi, la norme L1 de f, et en plus, cette fonction, cette transformée de Fourier, en plus l'infini et en moins l'infini, sa limite est 0. Et donc c'est quand même un certain nombre de propriétés assez intéressantes. La transformée de Fourier est manifestement une fonction assez régulière. Alors comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? En fait, tout d'abord, si f est à valeur positive, on peut se ramener au cas qu'on a déjà traité quelque part, c'est-à-dire la situation où on a transformé de Fourier d'une mesure, puisque finalement, je peux regarder la mesure correspondant à 1 sur racine de 2pi f lambda. Alors en fait, ça devrait être lambda rond h, où h est la permutation x en moins x. Bon. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que je vais calculer la transformée de Fourier de cette fonction-là. Ça va être plus petit que la mesure lambda f de R. Oui, bon, ça comme ça, c'est fini, ça ne va pas poser de problème. Ça va être borné par 1 sur racine de 2pi intégrale de f des lambda. Voyez, donc on a le fait que la transformée de Fourier de la mesure est bien bornée par cette quantité qui est ici. Donc vous voyez, si f est à valeur positive, on peut considérer la mesure dont f est la densité par rapport à la mesure de Lebesgue, et puis utiliser les résultats de la section précédente. Et puis, si f, si on est dans le cas général, alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on pourrait avoir une théorie de la mesure un tout petit peu plus générale que la théorie qu'on a définie. Donc, en fait, on pourrait se ramener à ça. Mais pour éviter de faire ça, dans le cas général, on refait les raisonnements analogues à ce qu'on avait fait précédemment sur la fonction et pas sur la mesure. Et ça marche très bien. Pour ce qui est de la limite en moins l'infini et en plus l'infini, eh bien, on commence par le faire lorsque f est une fonction en escalier, puis on raisonne par densité pour toutes les fonctions de L1, et la démonstration, je vous la mets dans les notes de cours. Une autre proposition, si f et g sont dans L1, que a et b sont dans C, alors eh bien, la transformée de Fourier, c'est quelque chose qui est parfaitement linéaire. Alors pourquoi? Simplement parce que l'intégrale est linéaire, donc forcément, la transformée de Fourier l'est aussi. Bon. Si je prends un C dans R étoile et que je fais la transformée de Fourier de f de Cx, autrement dit, vous voyez, c'est une dilatation, une contraction, là encore, de mon espace. Bon, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va correspondre au fait de multiplier par 1 sur C la transformée de Fourier, et puis de faire y sur C. Comment est-ce qu'on fait? Simplement, il suffit de faire le changement de variable dans la définition de la transformée de Fourier, on voit que ça marche très bien. Troisième proposition, si je prends un x0 dans R, eh bien, la transformée de Fourier de l'application où j'ai simplement décalé, vous voyez, mon x, j'ai simplement décalé mon origine quelque part. J'en fais x donne f de x moins x0. Eh bien, ça correspond à prendre la transformée de Fourier de la fonction f, mais de la multiplier avant par exponentielle moins i x0 y. Quatrième, alors là, pourquoi est-ce que c'est vrai? Simplement par, en disant encore une fois, un changement de variable, donc c'est très simple.
Et quatrième propriété, c'est que la transformée de Fourier de la convolution de f par g, c'est racine de 2pi, le produit des transformées de Fourier de f et de g. Alors comment on démontre ça? Si c'est à valeur positive, ça résulte du fait que la transformée de Fourier du produit de convolution de deux mesures, c'est le produit des des transformées de Fourier des deux mesures. Bon, alors il y a un racine de 2pi qui traîne parce que, vous voyez, comme la convention qu'on a prise, c'était, vous savez, on a les alpha et les bêta, hein, regardez dans la vidéo précédente, on a multiplié tout le monde par 1 sur racine de 2pi au départ, et on a remplacé le i par un moins i. On a mis un alpha égale moins 1. Alors l'alpha égale moins 1, on ne va pas changer grand-chose là, mais le 1 sur racine de 2pi a un rôle. Vous voyez, donc là, si je prends mes mesures, lambda f et lambda g, hein, donc avec 1 sur racine de pi f, et puis c'est lambda rond h, hein, où h c'est le x donne moins x, et puis pareil pour lambda g, quand on va appliquer le produit de convolution, simplement on va avoir les deux 1 sur racine de 2pi qui vont sortir. Je vais bien avoir le f étoile g avec la mesure de Lebesgue, donc je vais avoir le lambda de f étoile g, là je vais consommer un 1 sur racine de 2pi, hein, pour remonter à ma fonction, mais vous voyez, il me reste du coup 1 sur racine de 2pi, et donc c'est ça qui explique le fait qu'on a ce 1 sur racine de 2pi en plus. Donc voilà ce qu'on obtient au niveau des transformées de Fourier des mesures, et donc des fonctions. Et puis si ce n'est pas à valeur positive, on refait les raisonnements avec les intégrales, les changements de variables, tout ça, c'est tout ce qu'il faut. Et effectivement, on démontre la même proposition sans aucune difficulté. Encore une proposition, si je prends f et la fonction qui a x associe x f de x, et que les deux fonctions sont dans L1. Attention, donc ce n'est pas juste f qui est dans L1. J'exige que f soit dans L1, mais que quand je la multiplie par x, ce soit encore dans L1. Bon. Alors si j'ai ça, eh bien la transformée de Fourier, elle va être, bon, on savait qu'elle était continue, bornée, etc. Mais là c'est beaucoup mieux que ça, elle va être C1. Bon. Et en plus, je vais pouvoir calculer la dérivée. La dérivée de la transformée de Fourier, ce sera la transformée de Fourier de la fonction moins ix f de x. Alors, on ne veut pas dire la fonction moins ix f de x, la fonction qui a x associe moins ix f de x. Hein. Voilà, donc j'ai donc la dérivée de la transformée de Fourier. Bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai? Déjà, première chose, chaque fois que je prends y dans R, la fonction qui a x associe f de x exponentielle moins ix y est dans L1. Deuxième chose, chaque fois que je prends x dans R, l'application qui a y associe f de x exponentielle moins ixy est dérivable. Et puis troisième chose, j'ai une domination, hein, la dérivée de la fonction y donne f de x exponentielle moins ixy, c'est plus petit que le module de x f de x. Bon, et vous voyez, c'est là où intervient l'hypothèse que x f de x est dans L1, parce que du coup, ce qu'on va avoir, c'est la possibilité d'appliquer le théorème de différenciation d'une intégrale dépendant d'un paramètre, et du coup, on a immédiatement la proposition qui tombe, enfin, qui est démontrée. Encore une proposition, là, ce qu'on a fait juste avant, c'est démontrer, enfin, c'est regarder ce qui se passait pour la dérivée d'une transformée de Fourier. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qui se passe pour la transformée de Fourier d'une dérivée. Alors, pour calculer la transformée de Fourier d'une dérivée, la moindre des choses, c'est que la fonction soit dérivable. Et on va même demander un tout petit peu plus, on va demander ce qu'elle soit C1. Donc, je vais prendre f, qui est dans L1, hein, puisqu'on est dans ce paragraphe et que pour l'instant on a défini que la transformée de Fourier de L1, donc on lui demande d'être dans L1. On lui demande aussi d'être dans C1. Hein, donc c'est pour ça que j'ai écrit soit f dans L1 inter C1. Et je vais également demander que la dérivée de f soit dans L1. Voilà. Donc, voilà essentiellement donc, trois hypothèses, hein, f dans L1, f dans C1 et f' dans L1. Alors, j'affirme que la transformée de Fourier de la dérivée, ce sera la fonction qui a y associe i, y, fois la transformée de Fourier de f, calculée en y. Comment on démontre ça? Bon, première remarque, la transformée de Fourier de f' est bien définie, hein, puisque f' existe et que f' est dans L1. Donc, je n'ai pas de problème pour définir la transformée de Fourier de f'. Ce qu'il faut vérifier simplement, c'est la formule qui est annoncée ici. Alors,
bah, je vais prendre un a positif, strictement positif, et puis je vais regarder l'intégrale entre moins a et a de f' exponentielle moins i xy multiplié par 1 sur racine de 2pi. Vous voyez venir, hein, tout à l'heure je peux tendre a vers l'infini, et puis je dirais bah, le membre de gauche, ce sera la transformée de Fourier de f'. Bon. Donc, bah, très bien, donc voilà, ce qu'on a. Bon, on l'a écrit sous forme d'une intégrale de Lebesgue ou d'une intégrale de Riemann. Bon, ça n'a pas beaucoup d'importance hein, dans ce cas-là, puisque les deux évidemment coïncident. Je vais utiliser le théorème d'intégration par partie. Alors, la fonction qui était dérivée, elle est toute trouvée, c'est f', enfin f dérivé, donc on a le f', donc c'est lui qui va perdre sa dérivée, et celui qu'on va dériver, c'est exponentielle moins i xy, et donc voilà après application de l'intégration par partie, donc on ne peut pas se tromper dans les signes moins comme toujours, et voilà ce qu'on obtient, donc un iy sur racine de 2pi intégrale entre moins a et a de f de x exponentielle moins i xy, plus 1 sur racine de 2pi, et puis l'expression f de x exponentielle moins i xy calculée en a, moins la même expression calculée en moins 1. Bon, et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire tendre a vers plus l'infini. Alors, vous voyez, là, forcément, dans le membre de droite, ce qui va se passer, c'est que ça va tendre vers 0, hein, puisque exponentielle moins i xy, c'est quelque chose qui est borné, hein, même borné par 1, enfin, en module, et puis f de x tend vers 0. Donc, forcément, ça va tendre, enfin, lorsque a ou en plus l'infini ou en moins l'infini, hein, fonction qui est dans L1. Bon, donc ça, évidemment, ça tend vers 0. Et puis, bah, l'autre intégrale, vous voyez bien vers quoi ça va tendre. Ça va tendre essentiellement vers quelque chose fois quelque chose qui ressemble beaucoup à une transformée de Fourier. Hein. Et puis à gauche, on l'a déjà dit tout à l'heure, pareil. Donc finalement, qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va exactement avoir le fait qu'on va avoir la transformée de Fourier de f' à gauche, qui est égale à iy, la transformée de Fourier de f. Donc nous allons maintenant définir la transformée de Fourier inverse. Donc, je prends une fonction grand F dans L1 et je définis la transformée de Fourier inverse de grand F par la formule qui est ici, 1 sur racine de 2pi, intégrale sur R de E plus I x y, f de x, lambda dx. Alors, plus, on n'est pas obligé de mettre le plus évidemment, hein, puisque bon, I x, y, mais j'insiste sur le fait que ce n'est pas moins. Hein, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la transformée de Fourier inverse de f, alors qu'il va avoir des propriétés vraiment très très proches des propriétés de la transformée de Fourier par inverse, hein, ne serait-ce que parce que vous avez vu que c'était en fait la transformée de Fourier d'une mesure simplement où on a changé le alpha tout à l'heure, hein, donc vous voyez, les propriétés vont forcément être très très proches. Bon. Donc voilà, donc ça c'est la définition de la transformée de Fourier inverse de la fonction f. Bon. Et on la note f bar. Certaines personnes la notent f-1, je préfère qu'on conserve la notation f-1 pour le cas où nous serons dans le cas d'un automorphisme, on en reparlera tout à l'heure. Donc je préfère qu'on garde la notation à ce stade f bar. Alors, la fonction f bar est bien définie, hein, f bar de f est bien définie, puisque le module de exy f de x, c'est le module de f de x et que f est dans L1. Donc on n'a pas de difficulté pour définir cette transformée de Fourier inverse. Vous voyez, donc on a défini la transformée de Fourier, et une fois qu'on a défini la transformée de Fourier, on a défini une transformée de Fourier inverse. Et alors, pourquoi ça s'appelle la transformée de Fourier inverse? On sent les choses venir, en raison de la proposition qui arrive tout de suite, qui dit que si je prends f dans L1, et que f a une transformée de Fourier qui est dans L1 également, eh bien quand je fais f bar à cette transformée de Fourier, je retrouve f. Enfin, je retrouve f presque partout. Alors, démontrons cette proposition. Alors, je vais commencer déjà par écrire ce que c'est que f de u, hein, donc la transformée de Fourier de f. Bon, rien de plus, enfin, c'est ce qu'on fait depuis le début de cette section, donc rien de difficile, j'écris la formule. Et je vais appliquer maintenant la transformée de Fourier inverse à cette fonction de u. Hein, donc, f bar de f appliqué à cette formule. Donc là, c'est en x que je vais le calculer, hein, mais la fonction que j'avais tout à l'heure était une fonction de u. Hein, donc voilà, donc j'ai bien mis ce qu'il fallait au bon endroit. Et ce qui va apparaître du coup, c'est exactement cette formule ici. Bon. Alors là, quand on fait ça, on se dit, bon, ça c'est quelque chose qui va tomber tout seul, hein, puisque, bon, on voit bien, on va faire Fubini, les trucs vont se simplifier, et puis on va retrouver f, hein, essentiellement, c'est ça qui va se passer.
Bah non. Bah non, parce que, en fait, Fubini, on ne peut pas l'appliquer. Parce que la fonction n'est pas dans L1. Hein. La fonction EI, U, X, moins Y, F de Y, c'est pas dans L1. Voilà. Donc, comme c'est pas dans L1 de R2, on ne peut pas appliquer Fubini. Alors pourquoi c'est pas dans L1 de R2? Regardez, par exemple, si vous prenez X égale Y, hein, c'est très simple, prenez X égale Y, la fonction c'est F de Y. Donc bon, sauf si f est identiquement nul, sinon, vous voyez bien que vous avez quelque chose qui est non nul, et vous faites varier u, c'est toujours constant. Hein, vous n'arriverez pas à l'intégrer, hein, c'est quelque chose qui va exploser, enfin qui va avoir comme valeur plus l'infini. Donc, ça ne marche pas. Donc c'est pas dans L1. Bon, alors c'est pas dans L1, donc là c'est une, voilà, bon, c'est embêtant. Alors c'est pas dans L1. Mais au lieu d'avoir cette fonction, si j'avais une autre fonction, si j'avais cette fonction, mais multipliée par exponentielle moins valeur absolue de u. Alors, vous voyez, je vous ai fait le graphe, là, hein, de exponentielle moins valeur absolue de u. Alors là, on se dit que le problème d'intégration qu'on avait avec u, essentiellement, hein, il va disparaître, hein, puisqu'on a multiplié par exponentielle moins valeur absolue de u. Hein. Donc si j'avais exponentielle de moins valeur absolue de u, je n'aurais pas de problème. Alors oui, mais si ma tante avait des roues, ce serait un autobus. Bon, là en l'occurrence, j'ai pas exponentielle moins valeur absolue de u. Donc je ne peux pas multiplier comme ça par exponentielle moins valeur absolue de u parce que ça m'arrangerait. Bon, donc ça c'est pas possible. En revanche, regardez, si au lieu de multiplier par exponentielle moins valeur absolue de u, je multipliais par exponentielle moins valeur absolue de u divisé par n. Vous voyez? Alors, regardez ce qui se passe lorsque n augmente. Vous voyez, lorsque n augmente, sans surprise, hein, lorsque n est très très grand, exponentielle moins valeur absolue de u sur n est très proche de 1, puisque moins valeur absolue de u sur n est très proche de 0. Donc, vous voyez, donc, quelque part, on se demande si, par des arguments de convergence, on ne pourrait pas s'en sortir. Parce que vous voyez, quand même, quand n est grand, cette fonction, c'est vrai que ce n'est pas la fonction que j'ai au départ, mais on se dit qu'elle est quand même pas très loin. Bon. Alors, on va poser an de u égale 1 sur racine de 2pi, exponentielle moins valeur absolue de u sur n, essentiellement la fonction qui est ici, que j'ai multipliée par 1 sur racine de 2pi, parce qu'à un moment donné, plus tard, j'aurai besoin d'une constante 1 sur racine de 2pi pour la simplifier. Donc je la mets tout de suite ici pour ne pas avoir à revenir plus tard, donc c'est pour simplifier l'exposé. Bon, donc je vais prendre cette fonction an de u, et je dis, bon, chaque fois donc j'ai un n dans n étoile, donc je pose an de u égale cette quantité, et je vais regarder la transformée de Fourier de cette fonction an. Alors je vous laisse mettre en pause quelques instants et calculer la transformée de Fourier de an. Donc vous êtes revenu parmi nous, donc vous avez trouvé le résultat. Donc le résultat c'était kn de x égale n sur pi fois 1 sur 1 plus nx au carré. Si vous avez eu des difficultés pour faire ce calcul, restez avec nous. Sinon, avancez et rejoignez-nous une fois que nous aurons fait le calcul. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ce calcul? C'est relativement simple. Hein. Encore une fois, on va appliquer les formules. Hein. Donc, kn de x, c'est 1 sur racine de 2pi, intégrale sur r, etc. Bon, exponentielle moins i xu, moins i xu à n de u. Là, je vais remplacer an de u par son expression. Et simplement, je vais mettre, je vais simplifier un petit peu, je sors le 1 sur racine de 2pi, 1 sur racine de 2pi, ça me fait 1 sur 2pi. Et puis, du coup, j'ai mon exponentielle, bon, j'ai mis tout le monde là. Et puis, bien sûr, comme valeur absolue de u va valoir u sur r plus et moins u sur r moins, il est pertinent de le séparer en deux, hein, donc sur r moins et sur r plus, donc moins par moins plus, donc j'ai plus u sur n sur r moins et moins u sur n sur r plus. Bon, quand on a fait ça, on factorise par u, et puis on connaît une primitive de cette quantité, hein, pourvu que moins ix plus 1 sur n soit non nul, ce qui est le cas, puisque n est un nombre entier, et x est un nombre réel, hein, donc forcément on ne peut pas avoir moins x plus 1 sur n égale 0, pareil de l'autre côté. Donc on va trouver une primitive, donc on applique la primitive, qu'on va calculer entre moins l'infini et 0. Alors cette notation n'est pas terrible, hein, vraiment je l'écris parce qu'on est entre nous pour ne pas alourdir le transparent, hein, mais en fait on ne va pas écrire le crochet avec moins l'infini, ce qu'on devrait dire c'est la limite, donc c'est la valeur en 0, moins la limite en moins l'infini, il faudrait prendre un a qu'on fait tendre vers moins l'infini, pareil de l'autre côté. Bon, comme on est entre nous, qu'il n'y a pas de difficulté, je me suis permis cette notation, donc on fait le calcul du coup en 0,
et en moins l'infini, et en 0 et en plus l'infini. Alors je l'ai écrit sous cette forme-là pour bien montrer qu'en moins l'infini, le premier crochet, la limite va forcément être 0, hein, puisque j'ai une quantité, la première quantité, effectivement, est constante en U, la deuxième est de module 1, et c'est la troisième qui va tendre vers 0. Hein. Donc ça va être la valeur en 0, moins 0, essentiellement. Puis pareil de l'autre côté, la limite en plus l'infini, ça va être 0, et puis donc moins la valeur en 0. Donc voilà ce qu'on obtient. J'obtiens donc kn de x qui est 1 sur 2pi. Bon, essentiellement, les 0, c'est pas la peine de les laisser. Hein, donc 1 sur 2pi, 1 sur moins ix plus 1 sur n, plus 1 sur ix plus 1 sur n. Bon. Alors, je multiplie tout le monde par n, je réduis au même dénominateur, je simplifie le numérateur, je simplifie les deux, il me reste finalement cette quantité-là, et puis j'ai a moins b facteur de a plus b, donc on connaît le résultat, et puis finalement, ce qu'on obtient, c'est exactement ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est-à-dire n sur pi, 1 sur 1 plus nx carré. Donc à ce stade, nous rejoignent les élèves qui avaient déjà trouvé cette expression. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer sur cette expression kn de x? Eh bien, elle a 3 propriétés extrêmement intéressantes. La première propriété, c'est que l'intégrale sur, j'ai noté E, hein, E égale R, l'intégrale sur R de Kn, c'est 1. Alors, comment on fait? Là, vous mettre en pause, mais on ne va pas le faire ensemble, hein, c'est vraiment très facile. Vous faites l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de cette quantité. Vous avez un arc tangent, il faut faire un changement de variable, l'arc tangent sort, etc. Bon, très bien, ça fait 1. Bon, ok. Deuxième chose, sub de l'intégrale sur R des Kn, plus petit que plus l'infini. Troisième chose, chaque fois que je prends un ensemble fermé inclus dans R privé de 0, autrement dit, chaque fois que je regarde mon intégrale mais que j'exclus une petite zone autour de 0, eh bien, lorsque n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Ça me rappelle la définition de quelque chose. Hein. Si vous avez oublié, je vous invite à aller regarder à nouveau. C'est la définition d'un noyau de sommabilité. Hein. Et oui, Kn est un noyau de sommabilité. Et donc, ça veut dire que quand je vais faire Kn étoile f, eh bien, donc le produit de convolution, eh bien, lorsque n tend vers plus l'infini, ça tendra vers f dans Lp. Bon. Alors, mais Kn étoile f, c'est aussi, calcul en x, hein, l'intégrale sur R de Kn de x moins y, f de y, avec la mesure de Lebesgue. On est d'accord? Bon, alors là, à ce stade, ce qu'on va dire, c'est quoi? C'est que Kn, ça va me faire 1 sur racine de 2pi, intégrale sur R de an de u exponentielle moins iu, x moins y, hein, c'était la valeur où le point où on calculait, lambda du. Bon. Ah oui, mais je peux du coup rentrer le f de y dedans, hein, puisque une constante, donc c'est pas très difficile. Oui, et alors maintenant, regardons cette fonction-là. Vous voyez, qu'est-ce que c'est cette fonction? Exponentielle i, y moins ux, a n de u, f de y. Eh bien, vous voyez, à ce stade, ma tante a des roues. Donc, c'est un autobus. Et donc, je peux dire que, comme c'est dans L1, je peux utiliser le théorème de Fubini et, du coup, permuter mon affaire. Et à ce stade, du coup, sortir mon a n de u exponentielle moins iu x, ce qui fait simplement que je vais avoir cette quantité, hein, donc voilà, nu, voilà, et puis 1 sur racine de 2pi, intégrale sur R de exponentielle iuxy, iuy, pardon, f de y, lambda dy. Bon, donc ce qu'on a à ce stade, c'est une expression où, si à la place de u j'avais moins u, je serais plus content. Changeons u en moins u, hein, je peux faire un changement de variable, c'est pas gênant. Je fais un changement de variable. Donc je remplace u par moins u. Qu'est-ce qui se passe? Partout où j'ai u, j'ai moins u. R est évidemment invariant par le fait de changer u en moins u. Hein, et j'ai un jacobien qui sort, qui est 1. Bon, donc je peux faire ça. Donc simplement, là, j'ai maintenant an de moins u. Mais comme an est une fonction paire, eh bien, je peux remplacer par an de u. Bon. Alors regardez bien ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a ici l'intégrale sur R de an de u, eiux, avec la transformée de Fourier de f en u. Oui, mais ça s'appelle presque la transformée de Fourier inverse. Alors je dis presque parce qu'il ne faudrait pas que j'ai mon an. Oui, mais souvenez-vous tout à l'heure de ce qu'on a vu sur an. Hein, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, an u deeixu, hein, souvenez-vous de la tête de la fonction, hein, multiplié par ff de u, ça va être plus petit que ff de u, la transformée de Fourier de f en u, qui se trouve être dans L1.
donc le théorème de convergence dominée va s'appliquer. Et donc je vais pouvoir faire tendre ce membre de droite, lorsque n tend vers plus l'infini, il va tendre vers quoi? Il va tendre, AN tend vers 1 sur racine de 2π, et donc tout ça, ça va tendre vers quelque chose qui ressemble beaucoup à la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de f. Autrement dit, f bar de f, calculé en x. Alors là, à ce stade, on a envie évidemment de faire tendre n vers l'infini de l'autre côté. Hein. On a déjà dit que c'était un noyau de sommabilité, manque à n, et donc que ça allait converger vers f dans LP. Alors là, à ce stade, remarquez que j'ai une convergence dans LP à gauche. Hein. Je n'ai pas une convergence simple, et j'ai besoin d'une convergence simple. Donc là, il y a un petit souci quand même, hein, c'est que je n'ai pas encore complètement démontré le résultat, mais quand j'ai une convergence, et il y a des contre-exemples, hein, on avait donné dans les compléments, je crois, du chapitre, lequel, je crois, chapitre 5, on a dû donner des compléments dans lesquels on a montré que la convergence LP n'entraînait pas la convergence simple. Bon. En revanche, la convergence dans LP me permet toujours d'extraire une sous-suite qui, elle, va converger simplement vers une limite. Et donc ça, finalement, je peux prendre une sous-suite comme ça. Alors regardez, je vais prendre une sous-suite comme ça. Et bien, alors évidemment, à droite, comme ça convergent, toutes les sous-suites vont converger vers la même chose. Hein, donc là, je n'ai pas de problème. Mais à gauche, maintenant, je vais avoir la convergence simple. Donc, puisque j'ai pris une sous-suite. Donc, je vais, pour cette sous-suite, avoir le fait que le membre de gauche tend vers f de x, le membre de droite tend vers la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier de f en x. Donc je vais avoir une égalité presque partout. C'est QFD. Donc qu'est-ce qu'on allait montrer? On allait montrer que si j'ai f dans L1 et que la transformée de Fourier de f est également dans L1, il faut que les deux soient dans L1, alors je peux revenir vers f à partir de la transformée de Fourier de f en utilisant la transformée de Fourier inverse. Mais alors, une question qui brûle les lèvres, c'est si je prends f dans L1, est-ce que j'ai toujours la transformée de Fourier de f dans L1? Eh bien, la réponse est non. Alors, je vous laisse mettre en pause quelques instants pour trouver un contre-exemple, ou un exemple en l'occurrence. Alors, voilà un exemple. Hein. Donc, si vous prenez la fonction indicatrice de moins 1, 1, donc la fonction qui vaut 0 partout, sauf entre 1, bon, elle est bien dans L1, il n'y a pas de problème. Et si vous faites le calcul, on avait déjà fait un calcul similaire il y a très peu de temps, vous voyez bien que c'est racine carrée de 2 sur pi sinus cardinal. Sinus cardinal n'est pas dans L1. Hein. D'ailleurs, ça fait partie des fonctions, vous le savez, hein, qui sont semi-convergentes, donc qui sont convergentes pour l'intégrale de Riemann, mais qui ne sont pas convergentes pour l'intégrale de Lebesgue, donc c'est pas dans L1. Bon, voilà. Donc la situation est donc la suivante, c'est si je prends L1, mais je peux prendre une fonction f qui est dans L1, et bien sa transformée de Fourier peut ne pas être dans L1, elle peut être sortie de L1. Bon. Alors, ça nous embête un peu, parce qu'on aurait bien aimé être dans la situation où, quand on prend une fonction, on fait la transformée de Fourier, on reste dans le même ensemble, et puis on peut revenir, ça aurait été bien. Bon. Alors, manifestement, pour L1, ça ne marche pas. Hein. On peut danser sur le petit doigt si on veut, ça ne marchera pas. On a trouvé un contre-exemple, donc ce n'est pas la peine de continuer. Ça ne marche pas. Bon. Alors là, on a deux stratégies. La première stratégie, c'est d'essayer de définir la transformée de Fourier sur un ensemble plus grand. Vous voyez, donc là, on l'a défini dans L1. On a un truc qui n'est pas dans L1. Il faudrait essayer de définir pour le sinus cardinal, puis peut-être tout un tas d'autres fonctions. Mais c'est un peu la fuite en avant, hein, parce qu'une fois qu'on a défini la transformée de Fourier pour sinus cardinal, ça va elle-même être une fonction qui est peut-être encore plus compliquée, j'en sais pas. Hein, bon. Donc, première stratégie, en tout cas, hein, première stratégie, c'est on agrandit l'ensemble pour qu'on soit stable par transformée de Fourier. Bon. Il y a une deuxième stratégie qui consiste à prendre un ensemble plus petit, hein, à dire au lieu de prendre tout L1, je vais prendre un ensemble plus petit. Et alors, ça marche toujours, hein, l'ensemble plus petit, le singleton 0, c'est sûr que ce sera stable. Bon. Mais on aimerait bien avoir un ensemble un tout petit peu plus intéressant que le singleton 0, donc on va essayer de trouver un ensemble qui va être, si possible quand même pas trop petit, hein, qui va être donc contenu dans L1, et qui sera stable par transformée de Fourier, c'est-à-dire si je prends f dans L1, dans cet ensemble qui est en jaune, eh bien, sa transformée de Fourier sera également dans cet ensemble en jaune. Eh bien, on va en trouver un dans la vidéo qui arrive juste derrière, ce sera l'espace de Schwartz.